Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in here. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't need more than that. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux notes de musique. Pour introduire cette vidéo, observons la partition suivante où sont représentées différentes notes de musique. La question que nous allons nous poser, c'est la suivante: à quoi correspondent les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'on appelle un intervalle entre deux notes de musique. Ensuite, nous verrons comment Pythagore a établi sa gamme de notes de musique. Et enfin, nous étudierons la gamme de Bach. C'est la gamme qui est utilisée dans la quasi-majorité de toutes les partitions de musique. Imaginons qu'on ait à notre disposition un piano. Et nous allons appuyer ce touche-là. Donc vous voyez, elle est marquée là. Alors, remarquez qu'il y a plusieurs là. Vous voyez, il y en a un avant et un après. On appuie sur celle du milieu. Et on enregistre ce son. Au cours du temps, voici donc la courbe que l'on obtient. Donc, en ordonnée l'amplitude, en abscisse le temps. Donc on voit bien que ce n'est pas un son pur, c'est un son complexe. Il est périodique, mais pas sinusoïdal. Maintenant, nous allons faire l'analyse spectrale. L'analyse spectrale nous permet d'identifier la fréquence du fondamental, c'est la fréquence la plus basse du signal, donc ici 440 Hz, et ensuite les fréquences dites des harmoniques, où ici on a représenté donc 4, l'harmonique de rang 2, de rang 3, de rang 4 et de rang 5. Je vous rappelle le principe pour calculer la fréquence harmonique en fonction de la fréquence du fondamental. Par exemple, l'harmonique de rang 2, n égale 2, ce serait 2 fois la fréquence fondamentale. Donc 2 fois 440, 880 Hz. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les notes de musique vont être caractérisées par leur fréquence du fondamental. Donc ici, en appuyant cette touche, en fait on appellera cette touche, plus tard vous verrez le La3. Là où on a le La2, là c'est le La4. En fait, cette note de musique, la 3, va être caractérisée par la fréquence de son fondamental, ici qui vaut 440 Hz. Et cette fréquence, pour les musiciens, on appelle ça la hauteur du son. Quoi correspond l'intervalle entre deux notes? Donc voici la définition. L'intervalle entre deux notes est le rapport des hauteurs de ces deux notes. Donc imaginons que j'ai une note 1, une note 2. En fait, je vais faire le rapport de la fréquence de la note la plus élevée divisé par la fréquence de la note la plus basse. Dans la nature, il va exister des intervalles dits consonants ou harmonieux. C'est-à-dire que nous, les humains, on va apprécier, on va trouver que lorsqu'on enchaîne ces deux notes, c'est harmonieux. Alors, je vous en présenter 3. La première, c'est ce qu'on appelle l'octave. Alors, l'exemple, c'est lorsque je passe du La3, 440 Hz, au La4, 880 Hz. Et là, vous voyez, si je fais le rapport, donc l'intervalle, 880 divisé 440, c'est 2. Donc, lorsque l'intervalle vaut 2, on appelle ça une octave. Ensuite, la quinte. L'exemple, c'est par exemple si je passe du La3 au Mi4. Donc là, si je fais le rapport des fréquences, je retrouve 660 que divise 440, 3 demi, 1,5. Et là, pareil, ça va être harmonieux et on appelle ça une quinte. Ensuite, il y a la quarte. Donc là, c'est quand par exemple je passe du La3 au Ré4. Donc là, vous voyez, si je fais le rapport des fréquences ou des hauteurs, je trouve 4 tiers, dit autrement 1,33. Et là aussi, ça va être harmonieux au niveau de nos oreilles. Pour bien ressentir cette notion d'intervalle consonant, je vais utiliser une animation et jouer les notes que je vous ai définies juste avant. Par exemple, l'octave, je vais jouer ici le La3 et le La4. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une octave. Ensuite, pour la quinte, je vais jouer le La3 et le Ré4. Voilà ce qu'on appelle une quinte. Et pour la quarte, je vais jouer le La3 et le Ré4. Quels intervalles sont présents parmi les différentes fréquences d'un son complexe? Je vais reprendre le La3 qu'on avait vu précédemment. Et donc ici, vous vous rappelez, la fréquence fondamentale est de 440 Hz, l'harmonique de rang 2, 880, de rang 3, 1320, de rang 4, 1760 et de rang 5, 2200. On va retrouver 2 octaves parmi ces différentes fréquences. Vous voyez, si je fais le rapport entre l'harmonique de rang 2 et le fondamental, 880 que divise 440, je retrouve bien 2, donc c'est bien un intervalle qui correspond à une octave. De la même façon, si je fais le rapport de l'harmonique de rang 4 sur l'harmonique de rang 2, je retrouve de nouveau un rapport de 2, donc c'est bien une octave. Ensuite, il y a aussi une quinte. Là, vous voyez, si je fais le rapport entre l'harmonique de rang 3 et l'harmonique de rang 2, eh bien, je vais obtenir 3 demi, ce qui était la valeur pour une quinte. Alors, je ne dis pas que chaque fréquence correspond à une note de musique, mais je dis qu'on va retrouver ces intervalles consonants
parmi les différentes fréquences qui constituent un son complexe. Qu'est-ce qu'une gamme en musique? Alors une gamme, ça va être une suite de notes. En général, il y en a soit 5, 7 ou 12 qui vont être réparties sur une octave. Alors que veut dire cette dernière précision ici? Alors imaginons qu'on ait une gamme de 5 notes. La première note, donc parmi les 5 là, celle qui aura la fréquence la plus basse, si je la multiplie par 2 sa fréquence, je vais obtenir la fréquence de la 6e note, c'est-à-dire celle qui est au-dessus des 5 premières. Parmi toutes les gammes, la première qui est connue de manière historique, c'est la gamme de Pythagore. Alors comment Pythagore a-t-il établi sa gamme? Alors d'abord, Pythagore, c'est qui? C'est un philosophe grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà un dessin de outil qu'il a utilisé pour établir sa gamme. Qu'est-ce que l'on voit? On voit ici une corde qui est fixée à une extrémité là, et l'autre, elle va être tendue par la présence ici d'une masse. Alors vous vous rappelez, c'est le même principe pour la guitare. Il y a 3 paramètres qui vont intervenir sur la nature de la fréquence avec laquelle la corde ici va vibrer. C'est la longueur de la corde ici, qui va pouvoir ajuster en positionnant ce morceau de bois, vous voyez, en différents endroits ici qui sont gradués. Le deuxième paramètre, c'est la nature de la corde, et ce qu'on appelle sa masse linéique. Et le troisième paramètre, c'est la tension. Donc en fait, vous voyez, si là il change cette masse, par exemple, imaginons que là il est 100 grammes, s'il met 200 grammes, la tension va changer. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, Pythagore? Que comme pour la guitare, s'il fixe une masse, et si la nature de la ficelle ici est fixée, et si on joue uniquement sur la longueur, donc la fréquence ou la hauteur du son émis sera inversement proportionnelle à la longueur. Et donc lui, il a cherché à établir différentes notes de musique en se basant sur le principe des intervalles consonants. C'est ce qu'on va voir juste après. La gamme de Pythagore va comporter 12 notes et il va utiliser 2 intervalles consonants, la quinte, dont le rapport est de 3,5, et l'octave, dont le rapport est de 2. Alors voici un tableau qui permet de comprendre comment il a réalisé sa gamme. Alors je suis parti arbitrairement d'une fréquence ici de 100 Hz, où la hauteur de sa première note est de 100 Hz. Et pour passer de la première à la deuxième note, je vais appliquer justement la quinte, c'est-à-dire je vais multiplier cette hauteur par 3,5, donc 3,5 vous vous rappelez c'est 1,5, donc ça nous fait 150, etc. Donc par exemple pour obtenir 225, je remultiplie 150 par 1,5, etc. et j'arrive ici à 8650. Vous vous rappelez qu'une gamme, en fait, sont un certain nombre de notes, donc ici 12, qui doivent, entre la première et la note suivante, une fois qu'on a mis les 12 notes, on ne doit pas dépasser l'octave. Donc j'ai une contrainte, il faut que ma fréquence que je vais retenir ici soit toujours inférieure à 200. Vous voyez, donc j'ai mis une octave entre 100 et 200. Donc si je suis supérieur à 200, il y a un souci. Donc vous voyez, pour les deux premières notes, il n'y a pas de souci. Donc 100 c'est bien inférieur à 200, 150 aussi. Par contre, là, la troisième note, j'ai 225. Donc c'est supérieur à 200. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'applique l'octave, c'est-à-dire je divise par 2. Et donc j'obtiens 113. Donc je note 113. Pareil là, vous voyez, donc j'ai obtenu 169, donc c'est bon. Là par contre, il faut que je redivise une deuxième fois par 2 pour obtenir une valeur inférieure à 200. Donc c'est ce que je effectue et j'obtiens 127, etc. Donc vous voyez, sur la 12e note, j'ai dû effectuer 1, 2, 3, 4, 5 divisions par 2 pour obtenir une fréquence inférieure à 200 Hz. Mais là j'y suis arrivé, donc vous voyez mes 12 fréquences, donc mes 12 hauteurs correspondant à chaque note. Ce qu'il me reste à faire, c'est de les trier dans l'ordre croissant. C'est ce que j'ai fait ici en dessous. Donc la première c'est 100, la deuxième c'est 107, et après 113, etc. jusqu'à 190 la dernière. Donc voilà le principe de la gamme de Pythagore. Quel est l'avantage et l'inconvénient de la gamme de Pythagore? Commençons par l'avantage. Tout d'abord, tous les intervalles sont consonants. C'est le bon côté puisque chaque fois qu'on va enchaîner 2 notes de cette gamme-là, nos oreilles vont apprécier cet enchaînement-là. Ensuite, l'inconvénient par contre, c'est que justement, à cause de cet avantage, les intervalles entre chaque note ne sont pas constants. Ils vont légèrement varier d'une note à l'autre. Et notamment, si je fais le rapport de la hauteur de la 13e note par rapport à la première, je vais trouver 203 que divise 100, 2,03. Et donc ce n'est pas rigoureusement égal à 2, alors que c'était le principe de base d'une gamme, c'est-à-dire qu'on ne devait pas dépasser l'octave. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'entre la première note et la note suivante après la dernière, donc la 13e ici, on a un rapport exactement de 2 qui correspond à l'octave. Pour pallier à cet inconvénient-là, Jean-Sébastien Bach, au XVIIIe siècle, a établi une version améliorée de la gamme de Pythagore, on appelle ça la gamme de Bach. Alors quels sont ses principes? Tout d'abord, comme pour la gamme de Pythagore, il va utiliser 12 notes. Ensuite, par contre, il va s'obliger à ce que, entre 2 notes successives,
il y ait un intervalle constant qu'on notera Q. Troisième principe, il va s'obliger à ce que le rapport de la hauteur de la 13e note sur la première soit rigoureusement égal à 2. Quelle est la valeur de l'intervalle Q pour la gamme de Bach? Comme pour la gamme de Pythagore, je pars d'une première note de hauteur 100 Hz. Donc c'est un choix arbitraire de ma part, j'aurais pu prendre 1000 Hz, 500 Hz, 50 Hz. J'applique donc l'intervalle pour calculer la hauteur de la deuxième note. J'obtiens donc F2 égale 100 fois Q. Je fais la même chose pour obtenir la hauteur de la troisième note. Donc là, ça fait 100 fois Q. Donc je peux l'écrire 100 fois Q au carré. Je répète ça 12 fois et je vais obtenir la hauteur de ma 13e note 100 fois Q puissance 12. Ainsi, voilà la formule générale que je peux écrire en appliquant, vous voyez ici, cette relation-là. Fn, par exemple, n il serait égal à 13, c'est 100 fois Q puissance 12. Donc 12, je peux l'écrire n-1. Dit autrement, on a une suite géométrique de premier terme 100 et de raison Q. Comment déterminer justement ce Q? Donc je vais utiliser l'une des principes que s'était imposé Bach, c'est que la hauteur de la 13e note divisée par la hauteur de la première note soit rigoureusement égale à 2. Et donc je remplace F13 par 100 fois Q puissance 12. Divisé par 100, ça nous fait Q puissance 12, et je veux que ce soit égal à 2. Donc il suffit juste de résoudre cette équation-là. Donc Q est mon inconnu. Alors si en maths vous aviez eu Q au carré égale 2, vous auriez fait Q égale racine carrée de 2. Ici on a Q puissance 12, donc on va faire racine 12e de 2. Alors la notation de racine 12e de 2, on peut l'écrire aussi comme ça, c'est 2 puissance 1 12e. Racine carrée, vous pouvez l'écrire x puissance 1 demi. Donc voilà. Et donc si on effectue ce petit calcul, on obtient 1,06. Donc voilà la valeur de l'intervalle Q utilisé dans la gamme de Bach. Alors pour finir, nous allons comparer les différentes fréquences qu'on a obtenues pour la gamme de Pythagore et de Bach en partant d'une note de hauteur 100 au début pour les deux gammes. Donc vous voyez qu'il y a très peu d'écart. Si vous comparez, il y a des notes qui sont très similaires. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on peut dire que la gamme de Bach est une version améliorée de la gamme de Pythagore. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. À quoi correspondent les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si que l'on voit apparaître sur cette partition? En fait, il s'agit des notes de la gamme de Bach, appelée aussi gamme tempérée. Il faut savoir que la quasi-totalité de toutes les partitions écrites sont écrites avec les notes de cette gamme. Contrairement à ce que l'on voit ici, maintenant vous le savez, il n'y a pas uniquement 7 notes dans la gamme de Bach, mais il y en a 12. Et on va utiliser le symbole dièse que vous voyez marqué là pour distinguer un Do d'un Do dièse. Passer d'une note à l'autre, on va utiliser donc l'intervalle constant qui est égal à 2 puissance 1 douzième, environ 1,06. Bien comprendre cet enchaînement de 12 notes, je vous fais apparaître ici les touches d'un piano avec, là je vous fais apparaître les 3 octaves qui sont utilisées dans ce piano là. Et dans un premier temps, on va regarder l'octave 3 ici encadrée en bleu. Donc la première note de la gamme de Bach c'est le Do 3. Il est suivi par le Do dièse, cette touche noire, le Ré dièse, le Mi, le Fa dièse, le Sol dièse, La dièse et Si. Donc nous avons bien ces 12 notes. Alors, il faut bien comprendre le principe pour passer d'une hauteur à l'autre pour les différentes notes. Je vais vous prendre des exemples. Je pars toujours de notre note de référence qui est le La3 ici, dont la hauteur vaut 440 Hz. Si maintenant je vous demande de me calculer la hauteur du La3 dièse, en fait c'est la note qui est au-dessus. Donc je vais multiplier par Q la fréquence du La. Et donc je vais obtenir une valeur, je ne l'ai pas écrite ici, mais voilà l'opération que l'on doit faire. Ensuite si maintenant je vous demande la hauteur du Sol 3 dièse. Là vous voyez c'est la note qui est en dessous du La3, donc je vais diviser la hauteur du La3 par Q. Donc pareil, je n'ai pas écrit le résultat, mais il suffit de faire ce calcul. Maintenant, pour passer d'une octave à l'autre, l'octave, vous vous rappelez, c'est l'intervalle qui correspond à 2. Donc là, le La4, en fait, aura une hauteur qui sera le double du La3. Donc La4, ça sera 880 Hz, 2 fois 440. Et de la même façon, le La2, si je vous demande sa hauteur, vous allez devoir diviser la hauteur du La3 par 2 et obtenir ainsi 220 Hz. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.
We happy? Vincent? We happy? Yeah, we happy. Look,